Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues universitaires, je vais simplement vous proposer en toile de fond, en quelque sorte, de ce colloque, un panorama de la question de la géopolitique des populations dans les Balkans. Bon, les Balkans, c'est une région européenne et comme toute région du monde, elle se caractérise d'une part par une géographie et d'autre part par un peuplement. Sa géographie déjà pose un certain nombre de questions. Certains vont insister sur la période historique où une partie des Balkans a été plutôt imprégnée par l'Empire byzantin. D'autres vont insister sur un découpage géographique correspondant à la période où l'Empire ottoman avait assuré sa souveraineté sur une partie des Balkans. Face à ces différentes approches, il me semble qu'aujourd'hui, si l'on veut retenir une dimension de cet espace géographique, il me semble qu'il y a 9 États à prendre en compte, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, ainsi que la Grèce, même si souvent on ne met pas la Bulgarie et la Grèce dans les Balkans sous prétexte qu'ils sont déjà membres de l'Union européenne. Et puis bien entendu, d'autres continuent à y mettre la Slovénie parce qu'elle a fait partie de l'ex-Yougoslavie, alors que chacun sait que la Slovénie n'est pas un territoire méridional, mais un territoire plutôt issu de la longue existence de l'Empire austro-hongrois, donc est plus un territoire qui relève de l'Europe centrale. Néanmoins, après cette définition géographique, est-ce que pour autant il est simple de traiter cette question ? On sait bien que c'est extrêmement complexe, puisque c'est le grand journaliste d'investigation, Albert Londres, qui lui-même démontrait la très grande difficulté de comprendre les Balkans. Donc je vous propose aujourd'hui d'essayer de démentir ce que pensait Albert Londres, et dans ce dessin, je vais vous proposer une méthode originale dont je décrypterai ensuite les conséquences. Alors, méthode originale dans la mesure où je pense que pour comprendre le peuplement des Balkans, il ne faut pas considérer les frontières étatiques des différents pays qui la composent aujourd'hui. Il ne faut pas considérer les nationalités juridiques des personnes qui habitent dans les Balkans, nationalité juridique au sens du droit international, mais qu'on peut aussi prendre une autre approche, c'est-à-dire considérer la nationalité telle qu'on l'entend dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire en fait une conception ethnique. Donc essayer de voir quel est le peuplement des Balkans en raison des diversités ethniques que l'on peut distinguer en raison de la religion, en raison de la langue. Donc il s'agit en fait de distinguer les groupes humains qui vivent dans les Balkans. Un groupe humain étant un ensemble de personnes qui se singularisent dans le territoire où elles résident depuis longtemps en raison de leurs caractéristiques. Fort de cette méthode, eh bien, nous sommes d'abord obligés de constater une grande variété de nationalités, c'est-à-dire une grande variété d'ethnicités. Cette grande variété, elle est mise en évidence d'ailleurs à l'occasion des recensements qui ont eu lieu périodiquement dans les Balkans, même si les résultats peuvent varier selon le type de questionnaire, selon le contexte politique du moment, selon le mode de dépouillement de ces différents recensements. Néanmoins, cette grande variété de nationalités, elle pose déjà un certain nombre de questions dans la mesure où certaines populations peuvent déclarer telle nationalité et voir leur nationalité contestée par d'autres personnes, alors que cela fait partie du caractère déclaratif de tout recensement. Fort de ce contexte, nous constatons d'abord que nous avons 3 principales nationalités. Bon, la première, c'est bien entendu celle des Grecs, population non slave, dont le caractère relativement homogène
relève à la fois de leur langue, écrite dans un alphabet spécifique issu du grec ancien, et puis de leur religion très majoritairement chrétienne orthodoxe. Deuxième grande principale nationalité, eh bien, les Serbes, le peuple slave le plus nombreux, une religion à dominante chrétienne orthodoxe, mais qui se différencie des Grecs par une langue slave, écrite normalement en alphabet cyrillique, même si cette langue peut, et elle l'est dans certains journaux, écrit en latin. Troisième grande nationalité, les Bulgares, qui, eux, utilisent plutôt l'alphabet cyrillique, même si à Sofia, un certain nombre de rues sont à la fois désignées dans l'orthographe cyrillique et dans l'orthographe latine. Là aussi, à majorité chrétienne orthodoxe, avec une dimension religieuse qui est tout à fait importante, comme d'ailleurs dans les autres nationalités, dans la mesure où il est clair que c'est la religion orthodoxe qui a maintenu l'identité bulgare pendant les longues périodes où la Bulgarie a été dominée par l'Empire ottoman, où ensuite a vu un régime communiste s'imposer à elle et qui, comme chacun le sait, voulait une Bulgarie athée. Au-delà donc de ces trois grandes nationalités, nous avons un certain nombre de spécificités linguistiques et religieuses pour des nationalités un peu moins nombreuses que celles que je viens d'évoquer. Et je veux parler plus précisément des Albanais et des Croates. Concernant les Albanais, vous savez qu'ils revendiquent le fait d'être une population autochtone, descendant des Illyriens, qu'ils reconnaissent un certain héritage lié à leur présence dans l'Empire romain pendant un certain nombre de siècles. Néanmoins, compte tenu de leur positionnement géographique, ce peuplement albanais est un peuplement qui était dans la zone de contact et d'affrontement entre catholicisme et orthodoxie. Et c'est un peu dans ce contexte que les Albanais ont majoritairement adhéré à la religion musulmane et disposent donc d'une langue spécifique, aujourd'hui d'une langue spécifique, l'albanais, qui s'écrit normalement en alphabet latin, même si en fait cette langue n'a été codifiée que récemment au XIXe siècle. Donc c'est assez récent. Cinquième grande nationalité, donc les Croates, donc environ 5 millions de personnes. Et là, nous passons de l'autre côté de l'Empire byzantin, si je puis dire, avec plutôt une tradition catholique et non orthodoxe, et une situation qui interroge, parce qu'en France, on a toujours et assez souvent parlé d'une langue qu'on appelait le serbo-croate, comme si il y avait une certaine jonction linguistique entre la Serbie et la Croatie. En réalité, il faut rappeler que du temps de l'ex-Yougoslavie, sur les éléments linguistiques mettaient en évidence l'existence de 4 langues officielles, le slovène, le croate, le serbe et le macédonien. Les deux premières, donc slovène et croate, s'écrivant en caractère latin, le macédonien et le serbe s'écrivant en caractère cyrillique, et ces 4 langues apparaissaient sur les billets de banque de la Yougoslavie jusqu'en 1991, bien entendu. Donc en réalité, lorsqu'on lit un peu les travaux d'un certain nombre de linguistes, et je pense notamment à Claude Agege, il considère que la désignation serbo-croate de la tradition française repose sur un malentendu et que même s'il y a des hybridations partielles entre le serbe et le croate, il s'agit bien, selon lui, de 2 langues différentes, même si elles sont voisines, et en plus, bien entendu, avec une utilisation d'un côté de l'alphabet latin, de l'autre côté de l'alphabet cyrillique. Un autre changement plus récent qui est apparu dans cette région concerne une autre nationalité que le président a citée tout à l'heure, celle des Bosniaques. Puisque pendant longtemps, ce mot n'apparaissait pas,
le terme qui apparaissait notamment dans les recensements de l'ex-Yougoslavie, c'est le terme de peuple musulman. Sachant que le mot musulman ne désignait pas forcément une apparence ou une appartenance confessionnelle, mais figurait dans le recensement pour des personnes qui considéraient effectivement qu'elles relevaient plutôt de la civilisation musulmane que d'une autre civilisation. Et donc c'est très récent, puisque c'est seulement en septembre 1993 que la décision a été prise d'abandonner le mot de musulman pour le remplacer par celui de bosniaque, pour définir effectivement cette nationalité de personnes auparavant sans doute serbes, auparavant sans doute croates, qui se sont convertis à l'islam pendant la période ottomane. Il en résulte de ce changement important une langue slave relativement récente, le bosniaque, qui normalement s'écrit en alphabet latin, et donc qui peut être considéré comme presque postérieur aux accords de Dayton de 1995, le souci de ceux qui prônent cette langue bosniaque étant de différencier leur pays à la fois de la langue serbe et de la langue croate. En fait, bien sûr, un certain nombre de mots de cette langue bosniaque provient de l'emploi de mots turcs qui correspond effectivement à l'héritage de l'influence de l'Empire ottoman dans cette région pendant un certain nombre de siècles. Enfin, il nous faut citer la nationalité macédonienne, qui ne concerne qu'une partie des personnes qui ont un passeport macédonien, qui sont de majorité chrétienne orthodoxe, et c'est d'ailleurs cette population de Macédonie orthodoxe qui a été particulièrement étudiée par Haberland dans notamment un article où il parlait, j'ouvre les guillemets, de la poudrière des Balkans, ce qui était une assez bonne définition de la réalité de cette situation. Alors au-delà, nous avons encore quelques nationalités qui sont moins importantes, moins d'1 million de personnes. Je pense aux Monténégrins, par exemple, si on considère qu'ils sont différents, même si leur langue slave est assez proche du serbe, mais qui écrivent en alphabet cyrillique, qui sont plutôt de religion chrétienne orthodoxe. Et puis, bien sûr, il faut considérer aussi les personnes de langue turque qui se trouvent essentiellement en Grèce et dont on se rappelle le statut particulier qu'elles peuvent mettre en œuvre en vertu et en application du traité de Lausanne. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les Roms, qui sont répartis dans différents pays. On en trouve beaucoup, notamment en Bulgarie d'ailleurs, sans oublier bien sûr les Hongrois qui sont dans le nord de la Serbie, dans la Voïvodine. Bref, nous avons encore quelques nationalités très minoritaires. De ce panorama général, que déduit-on? Eh bien, aucune nationalité dominante dans les Balkans, et donc des modes de cohabitation qui peuvent s'avérer difficiles entre des nationalités qui ont des langues, des alphabets, des religions différentes, issues d'une longue histoire pluriséculaire, et s'ajoute bien entendu à ces risques de tension interne liés à ces différences parfois difficiles pour faciliter le vivre ensemble, eh bien le jeu de puissances extérieures qui sont susceptibles de vouloir exercer leur pouvoir sur tel ou tel territoire de la région. Et c'est donc dans ce contexte qu'est apparu au début du XXe siècle le fameux terme de balkanisation, définissant un morcellement territorial considéré comme ayant des conséquences néfastes. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut quand même préciser que même si j'ai essayé de décliner les différentes nationalités, cela ne signifie pas qu'elles soient systématiquement totalement homogènes, et qu'à l'intérieur de telle ou telle nationalité, on peut avoir aussi des différences ethniques significatives. Bon, la plus connue étant celle qui concerne les Albanais, entre les Guègues au nord
c'est-à-dire qui habitent dans les montagnes, enfin les territoires les plus montagneux de l'Albanie, et les Tosques au sud, qui habitent plutôt dans les territoires de vallées et de plaines, et qui continuent de se caractériser effectivement par des intentions politiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc le résultat de tout ceci, c'est que vous voyez que nous avons une sorte de typologie des états actuels des Balkans qui peut être mise en œuvre à partir de cette connaissance des différentes nationalités. Cette typologie, elle conduit à distinguer en fait trois types de pays dans les Balkans. Premièrement, des pays qui sont des nationalités qui se répartissent dans plusieurs pays, donc autrement dit, des nationalités qui sont un peu pluriétatiques. C'est évidemment le cas des Albanais, que l'on trouve à la fois en Macédoine du Nord, en Albanie, au Kosovo, voire un petit peu dans d'autres pays également. Et nous avons aussi le cas des Serbes, que l'on retrouve aujourd'hui en Serbie, bien entendu, mais aussi en Bosnie-Herzégovine, mais aussi au Monténégro, et même encore un peu en Croatie, même si la plupart des Serbes de Croatie ont été chassés au moment de la guerre des années 1990. Quant aux Monténégrins, ils sont moins pluriétatiques que biétatiques, je dirais, entre le Monténégro et la Serbie. Donc c'est notre premier type de nationalité balkanique, pluriétatique. Deuxième type, des nationalités qui sont plutôt transfrontalières. Je veux citer par exemple, bien entendu, le cas des Croates, qui sont à la fois dans l'État de Croatie et dans l'État actuel de Bosnie-Herzégovine. Je peux citer bien sûr le cas des Serbes également, qui sont à la fois en Serbie et dans les régions limitrophes de l'État de Bosnie-Herzégovine. Et donc notre troisième catégorie concerne plus des nationalités qui sont essentiellement mono-étatiques et pratiquement, je dirais, la seule que l'on peut citer un peu dans ce cas, c'est les Grecs. Bon, même si on peut quand même trouver quelques Grecs encore dans le sud de l'Albanie, bien que la plupart ces dernières décennies ont en grande partie migré vers la Grèce. Deuxième nationalité mono-étatique, je dirais les Bulgares qui essentiellement quand même habitent en Bulgarie, même s'il y a encore des différends frontaliers que je n'ai pas détaillé ici. Donc tout ce que j'ai essayé de résumer vous montre bien entendu une situation complexe qui a forcément des conséquences géopolitiques dans la mesure où il s'agirait, si l'on voulait par exemple un État balkanique unifié. Alors là, vous allez me dire, je suis en pleine utopie, là, peut-être. Donc, si on voulait un État balkanique unifié, ça supposerait que toutes ces populations, en dépit de leurs différences linguistiques, religieuses, identitaires, de leur alphabet, etc., retrouvent ensemble un universel commun. Bon, il me semble que la réalité géopolitique conduit à conclure qu'il s'agit plutôt d'un kaléidoscope géopolitique qu'une possibilité d'universel commun. C'est dans ce contexte qu'on peut réfléchir, je dirais, au futur des Balkans, et nous voyons très bien à travers ce que je vais dire, c'est qu'en conclusion, vous voyez qu'il y a deux aspects qu'il est nécessaire de prendre en compte. D'une part, la géopolitique interne des Balkans, avec toutes les tensions liées à ces différences de nationalité et à l'inadéquation éventuelle entre les frontières étatiques reconnues internationalement et la géographie de ces différentes nationalités. Et le deuxième élément, c'est bien sûr la géopolitique externe, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de puissances dans le monde trouvent intérêt à exercer du soft power ou à trouver des intérêts économiques en ayant des liens avec tel et tel pays des Balkans. Par exemple, est-il besoin de rappeler que l'existence du Kosovo
doit beaucoup à la présence de la principale base américaine européenne, si ma mémoire est bonne, même si je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui a photographié cette base américaine. Et s'il y en a un dans la salle, ça m'intéresserait beaucoup, parce qu'encore récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu plusieurs années au Kosovo dans le cadre d'une mission européenne. Évidemment, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous avez photographié la base américaine? Et évidemment, malheureusement, la réponse a été à nouveau non. Donc, c'est dans ce contexte très compliqué, alors, d'une Union européenne qui considère qu'elle peut arriver à assurer la paix dans les Balkans grâce à leur intégration dans l'Union européenne, même s'il faut bien reconnaître que les résultats de l'Union européenne aujourd'hui sont plutôt décevants, puisque nous sommes plus d'un quart de siècle après les accords de Dayton et aucune solution durable n'a réussi à être mise en place, et les questions de corruption n'ont guère diminué non plus dans la région. Et bien sûr, nous avons aussi des mafias qui profitent de toutes ces évolutions pour exploiter cette région. Et dans le même temps, cette situation géopolitique des Balkans s'avère assez défavorable à l'ensemble de ces territoires, ce que l'on peut mesurer par le fait que les habitants des Balkans votent avec leurs pieds, c'est-à-dire que malheureusement, la quasi-totalité des territoires balkaniques sont des territoires d'émigration, qui voient leur jeunesse partir parce qu'ils n'ont pas d'espoir dans l'amélioration de la situation de leur propre pays. Et donc nous avons en fait une région de rivalité géopolitique, mais qui en même temps dévitalisation démographique, ce qui n'est pas effectivement une source d'optimisme nécessairement pour l'avenir. Mais je crois que justement que c'est en prenant conscience de la réalité, des réalités balkaniques concrètes telles que j'ai essayé de les résumer, que l'on peut réfléchir à un avenir meilleur pour cette région. Merci de votre attention.